Un silence de plomb s'abattit sur la salle de bal du Grand Plaza Hotel. Eleanor Miller, dans son fauteuil roulant, regardait son mari, Victor, enlacer sa maîtresse enceinte devant 200 invités médusés. « J'aimerais vous présenter Olivia », annonça fièrement Victor. « Pas seulement comme la nouvelle directrice créative de notre entreprise, mais comme la mère de mon enfant et l'avenir dont j'ai toujours rêvé. » Les flashs crépitèrent tandis que Victor fixait Eleanor, sa femme handicapée depuis 12 ans, avec un mélange de pitié et de dédain. « Parfois, la vie nous offre une seconde chance d'être heureux, » poursuivit-il en levant sa coupe de champagne. Mais alors que les larmes montaient aux yeux d'Eleanor, quelque chose d'inattendu se produisit. Elle sourit. Et ce sourire glaça le sang de Victor. 3 ans plus tôt, Eleanor et Victor Miller formaient le couple en or du monde de l'architecture. Leur maison moderne en verre surplombant la ville reflétait parfaitement leur succès. Lui, l'homme d'affaires charismatique qui concrétisait les marchés. Elle, la brillante architecte dont les créations remportaient des prix et changeaient les silhouettes des villes. Ils se complétaient à merveille, se souvenait Diana, une ancienne collègue d'Eleanor. Victor savait vendre la vision d'Eleanor, et Eleanor savait comment transformer les promesses de Victor en réalité. Mais tout bascula un mardi pluvieux de novembre. L'accident sur le chantier de Riverside n'aurait jamais dû se produire. Les protocoles de sécurité étaient une obsession pour Eleanor. Pourtant, une plateforme temporaire s'était effondrée alors qu'elle inspectait le 14e étage de leur dernier projet. La chute lui a brisé la colonne vertébrale, expliqua le docteur Rosario, le neurologue qui la soigna. Au début, nous n'étions pas sûrs qu'elle remarcherait un jour. Après 3 opérations et des mois de rééducation douloureuse, Eleanor parvenait à parcourir de courtes distances avec des aides à la marche, mais restait dépendante de son fauteuil roulant au quotidien. Son emploi du temps, autrefois chargé de visites de chantier et de réunions de conception, se réduisit à des rendez-vous de kinésithérapie et des visites médicales. Et Victor, l'homme qui avait juré de rester à ses côtés dans la maladie comme dans la santé, commença un retrait subtil mais indéniable vers le monde extérieur. En public, Victor Miller restait le mari dévoué. Il engagea les meilleurs spécialistes, rénova leur maison pour la rendre accessible et parlait avec émotion de leur parcours lors de galas de charité. « Ma femme a fait preuve d'un courage incroyable », disait-il, la main protectrice sur l'épaule d'Eleanor. Sa résilience m'inspire chaque jour. Mais derrière les portes closes, une autre réalité se dessinait, celle de silences froids, de dîners manqués et d'un ressentiment croissant. La collecte de fonds annuelle de la Fondation Berkeley battait son plein. Les lustres en cristal diffusaient une lueur chaleureuse sur l'élite de San Francisco. Eleanor Miller était assise près du bord de la grande salle de bal, son fauteuil roulant positionné à une table partiellement cachée derrière un grand arrangement floral. De là, elle pouvait observer son mari, Victor, qui régnait sur la pièce. À 42 ans, il restait remarquablement séduisant, ses cheveux poivre et sel et son smoking sur mesure lui conférant l'air distingué du succès. Il se déplaçait sans effort entre les groupes, chaque rire et chaque poignée de main cimentant des relations d'affaires valant des millions. Il sait y faire pour animer une soirée, remarqua une femme plus âgée qui avait rejoint Eleanor à sa table. Votre mari a le maire dans sa poche. Eleanor sourit poliment. Victor a toujours eu un bon contact avec les gens. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle avait commencé à mesurer la distance qui les séparait. Pas seulement l'espace physique à travers la salle de bal, mais le gouffre émotionnel grandissant qui s'était creusé depuis son accident. Ils s'étaient rencontrés 15 ans plus tôt au programme d'architecture de l'Université Cornell. Eleanor Chen, l'étudiante sérieuse issue d'une famille d'ingénieurs. Et Victor Miller, le boursier charismatique aux grands rêves et à l'ambition encore plus grande. Il m'a demandé de revoir son projet, raconta plus tard Eleanor à sa sœur Élise. C'était horrible. Pur esbrouf, aucune fonctionnalité. Je lui ai dit que sa magnifique tour s'effondrerait au premier coup de vent. Au lieu de se vexer, Victor avait ri et l'avait invité à dîner. « Apprends-moi », avait-il dit. « Je veux apprendre de la meilleure. » Leur romance s'épanouit rapidement. Le charme de Victor équilibrait l'intensité d'Eleanor. Sa précision complétait sa vision. À la fin de leurs études, ils étaient partenaires dans tous les sens du terme, lançant Miller Pluchen Sustainable Design avec rien d'autre que des prêts étudiants et de la détermination.
Leur premier projet était modeste, la rénovation d'un restaurant, un cabinet dentaire écologique. Mais leur réputation grandit régulièrement. Les conceptions innovantes d'Eleanor privilégiaient la durabilité et l'accessibilité bien avant que ces termes ne deviennent à la mode dans le secteur. Victor décrochait les clients et les financements, son charisme naturel ouvrant des portes qui restaient fermées à de nombreux jeunes architectes. Le tournant eut lieu 8 ans auparavant, lorsqu'ils remportèrent le contrat pour Canopy, un projet mixte qui transforma un site industriel abandonné en une communauté verte primée. Canopy nous a mis sur la carte, disait souvent Victor dans les interviews. C'est là que j'ai su que nous allions changer le monde. Le succès apporta la richesse, la reconnaissance et des projets de plus en plus ambitieux. La petite entreprise s'agrandit, devenant Miller Development Group. Un changement de nom, une modification subtile à laquelle Eleanor avait d'abord résisté, mais qu'elle avait finalement acceptée comme une bonne décision commerciale. Leur vie personnelle semblait également enchantée. Week-end dans leur chalet à Soma. Vacances à explorer les merveilles architecturales d'Europe et d'Asie. Les projets d'enfants, reportés à plusieurs reprises pour « juste un grand projet de plus », jusqu'à ce que ces conversations s'estompent progressivement. Au gala, Eleanor vérifia sa montre. Il était près de 22 heures et Victor l'avait à peine remarqué depuis leur arrivée. Elle le regarda discuter avec animation avec Jessica Lagne, la commissaire à l'urbanisme, dont ils avaient besoin de l'approbation pour leur nouveau projet. Le téléphone d'Eleanor vibra, un SMS de Martina. « N'oublie pas tes médicaments de 22 heures. Comment survis-tu aux mondanités ?» Eleanor sourit, reconnaissante de l'attention de sa kinésithérapeute. Martina était l'un des rares rayons de soleil dans sa vie post-accident. Dure pendant leur séance, mais d'un soutien indéfectible en dehors. En train de regarder Victor faire son numéro, tapatait-elle en réponse. « Je suis pratiquement invisible. »« Tant pis pour eux, » répondit immédiatement Martina. « Tu veux que je vienne te kidnapper ? Je suis très convaincante pour simuler une urgence médicale. » Eleanor gloussa, attirant un regard curieux de sa voisine de table. « Séance de demain toujours à 14 heures ?» renvoya-t-elle. « Oui. Et mets des vêtements confortables. On essaie quelque chose de nouveau. » Eleanor s'apprêtait à répondre quand elle remarqua Victor s'approcher avec la commissaire Lagne. « Et voici le génie créatif derrière nos initiatives d'accessibilité », annonça chaleureusement Victor, sa main se posant sur l'épaule d'Eleanor avec une affection étudiée. « Ma femme insiste pour que chaque projet Miller soit accessible à tous. » Eleanor se força a sorrir. « C'est juste du bon design. Les bâtiments devraient fonctionner pour tout le monde. » « Tellement admirable », s'extasia la commissaire. « Victor me racontait justement votre accident. Une telle tragédie pour quelqu'un d'aussi talentueux. » Eleanor maintint son sourire tout en enregistrant le récit de Victor, la dépeignant comme une tragédie inspirante, sa carrière évoquée au passé. « Je continue de consulter sur tous nos projets, » dit fermement Eleanor. « En fait, j'ai travaillé sur quelques modifications de la proposition Westridge que j'aimerais discuter avec votre bureau. » La commissaire parut momentanément confuse, jetant un coup d'œil à Victor, qui intervint en douceur. Eleanor aime garder un pied dedans quand sa santé le permet. Maintenant Jessica, à propos de cette dérogation de hauteur. Et c'est ainsi qu'Eleanor fut mise sur la touche de son propre projet. Elle regarda Victor éloigner la commissaire, déjà plongée dans des discussions techniques qui auraient autrefois été le domaine d'Eleanor. Plus tard dans la nuit, alors que leur chauffeur aidait Eleanor à monter dans leur SUV modifié, Victor vérifiait son téléphone, son visage illuminé par la lueur de l'écran. « Draymond veut me voir pour le petit déjeuner avant la présentation au conseil d'administration, » dit-il sans lever les yeux. « Je demanderai à Agnès de t'apporter ton plateau demain matin. »« Je pourrais venir à la présentation, » suggéra Eleanor. « C'est notre entreprise. » Le sourire de Victor fut mince. Ce ne sont que des chiffres. Terriblement ennuyeux. Mieux vaut que tu te reposes pour ta séance de kiné. Chez eux, leur manoir moderne avait été équipé de rampes et d'ascenseurs après l'accident d'Eleanor. Ce qui était autrefois leur vitrine d'innovation architecturale ressemblait maintenant à Eleanor à une cage élaborée. Victor l'aida à entrer dans l'ascenseur avec une efficacité rodée, soutenant mais distant, comme une infirmière avec une patiente. Dans leur chambre,
Il déposa sa chemise de nuit et ses médicaments pendant qu'elle se dirigeait en fauteuil roulant vers leur salle de bain accessible. Se regardant dans le miroir, Eleanor nota les changements que 3 ans avaient opérés. Toujours belle à 39 ans. Mais son visage s'était affiné, des cernes sombres, marque permanente sous ses yeux. Son corps autrefois athlétique, maintenant altéré à la fois par la blessure et l'inactivité, lui semblait étranger. Quand elle sortit, Victor était déjà au lit, faisant défiler son téléphone. Martinelli a confirmé l'investissement, mentionna-t-il sans lever les yeux. 30 millions pour le projet Parkside. C'est merveilleux, dit Eleanor, luttant légèrement pour passer de son fauteuil roulant au lit. Victor ne bougea pas pour l'aider, ce qui l'aurait autrefois choqué, mais qui semblait maintenant routinier. J'irai à Chicago le week-end prochain pour finaliser les détails, poursuivit-il. Juste 2 nuits. Eleanor hocha la tête, notant un autre voyage d'affaires ajouté à l'emploi du temps de plus en plus chargé de Victor. L'équipe de Chicago pourrait venir ici, suggéra-t-elle. Ou je pourrais venir avec toi. Je n'ai pas voyagé depuis des mois. Victor leva enfin les yeux de son téléphone. Son expression était un mélange d'impatience et de pitié. Eleanor, sois réaliste. La logistique pour voyager avec ta situation. C'est compliqué. L'équipe a besoin de toute mon attention. Les mots piquèrent, mais Eleanor s'était habituée à de tels rejets subtils. Bien sûr, dit-elle doucement. C'est logique. Victor se pencha et lui tapota la main, un geste qui parut plus condescendant qu'affectueux. C'est ma fille pratique. Maintenant, prends tes médicaments. Tu sais comme tu as du mal à dormir sans. Eleanor avala docilement les pilules que Victor lui tendit, se demandant quand elle était devenue quelqu'un qui acceptait ces petites humiliations sans protester. Alors que Victor éteignait sa lumière et s'endormait, Eleanor resta éveillée, fixant le plafond. Leur chambre, comme leur mariage, avait été redessinée après son accident. Son lit médicalisé réglable, positionné pour l'accessibilité, était séparé du matelas haut de gamme de Victor par un espace discret mais infranchissable. Le lendemain matin, Eleanor se réveilla dans une maison vide. Victor était parti tôt pour sa réunion avec Draymond, laissant un mot manuscrit appuyé contre la cafetière. Petit déjeuner au frigo. Agnès arrive à 10 heures. N'oublie pas tes pilules. Eleanor froissa le mot, irritée par son ton présomptueux. Elle se prépara son propre café, plus fort que l'infusion fade préparée par Agnès, et se dirigea en fauteuil roulant vers le bureau de Victor à la maison. Depuis son accident, Eleanor avait été progressivement exclue des opérations quotidiennes de leur entreprise. Sa licence d'architecte restait active, mais ses conceptions étaient de plus en plus modifiées par l'équipe grandissante du cabinet, avec l'approbation de Victor. Elle examina le bureau immaculé de Victor, cherchant la proposition Westridge qu'elle avait mentionnée à la commissaire Lang. Rien. L'ordinateur était protégé par un mot de passe, et Eleanor réalisa avec un choc qu'elle ne connaissait plus le mot de passe de Victor, chose impensable 3 ans auparavant. Elle s'apprêtait à partir lorsque son téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. « Je suis désolée, mais vous méritez de connaître la vérité sur votre mari. » Elena fixa le message, le cœur battant. En pièce jointe, une photo qui allait tout changer. Victor, le bras enroulé intimement autour d'une belle jeune femme visiblement enceinte, sortant de ce qui semblait être une clinique médicale privée. L'horodatage indiquait hier après-midi, alors que Victor avait prétendu être en réunion pour préparer la présentation au conseil. La photo brûlait dans l'esprit d'Eleanor alors qu'elle attendait le retour de Victor à la maison. Le visage de la femme enceinte ne lui était pas familier, mais l'expression de tendresse sur le visage de Victor était une qu'Eleanor n'avait pas vue diriger vers elle depuis des années. Quand Victor arriva enfin ce soir-là, Eleanor s'était ressaisie. Le téléphone avec la photo accablante nichée dans la poche de son fauteuil roulant. « Comment s'est passée la présentation au conseil ?» demanda-t-elle nonchalamment alors qu'il desserrait sa cravate. « Un succès. Nous avons obtenu le financement pour l'expansion de Westridge. » Victor se versa un scotch, sans en offrir à Eleanor comme il l'aurait fait autrefois. « Et la kiné ?»« Éclairante, » répondit Eleanor. « Victor, qui est Olivia ?» La question resta en suspens. La main de Victor s'arrêta à mi-gorgée, seule indication que le nom signifiait quelque chose pour lui.
Olivia Rod, dit-il calmement après un instant. Notre nouvelle chef de projet pour Westridge. Pourquoi cette question? Elena Zutint son regard. Y a-t-il quelque chose que tu veuilles me dire sur ta relation avec elle? Victor posa son verre avec une précision étudiée. C'est une professionnelle talentueuse que je coache. Eleanor, de quoi s'agit-il? Sans un mot, Eleanor sortit son téléphone et lui montra la photo. L'expression de Victor se durcit, mais il ne parut pas particulièrement choqué. Tu me fais suivre maintenant. Sa voix était froide. Quelqu'un me l'a envoyé. Je ne sais pas qui. Le rire de Victor était sans joie. Et tu as immédiatement sauté à la pire conclusion. C'est ça ton problème, Eleanor. Tu es devenue si amère. Elle est enceinte, Victor. Oui, elle l'est. Et son mari en est très excité. Le mensonge de Victor fut livré avec une conviction rodée. Je l'accompagnais à son rendez-vous parce qu'elle s'est sentie faible au bureau. En tant que son mentor, j'étais inquiet. Eleanor voulait le croire. Une partie d'elle, celle qui se souvenait de l'homme qu'il avait autrefois adoré, avait désespérément besoin que son explication soit vraie. Son mari, répéta doucement Eleanor. Greg Rod travaille chez Goldman. Tu l'as rencontré à la fête de Noël. Les détails de Victor étaient spécifiques, convaincants. Est-ce vraiment ce que tu penses de moi, Eleanor? Que je fricoterais avec une femme mariée enceinte. Présenté ainsi, cela paraissait absurde. Eleanor sentit le doute s'insinuer. La personne qui a envoyé ça a suggéré. Qui l'a envoyé? Interrompit Victor, soudain alerte. On dirait quelqu'un qui essaie de semer la zizanie. Probablement jaloux de notre succès. Quand Eleanor admit qu'elle ne savait pas, Victor hocha la tête d'un air entendu. Les accusations anonymes ne valent pas ton énergie. Maintenant, je dois revoir quelques contrats avant le dîner. Alors que Victor quittait la pièce, Eleanor ressentit une désorientation familière. La sensation qu'elle était peut-être celle qui n'était pas raisonnable, voyant des problèmes là où il n'y en avait pas. C'était un sentiment qui était devenu de plus en plus courant depuis son accident. Mais quelque chose dans l'explication trop parfaite de Victor la tracassait. Cette nuit-là, elle resta éveillée longtemps après que Victor se fut endormi, son esprit revenant sur de petites incohérences dans son comportement au cours des derniers mois. Le lendemain matin, Eleanor prit une décision. Si Victor disait la vérité, pas de souci. Mais s'il mentait, Agnès, appelait-elle leur femme de ménage. J'aimerais faire quelques achats en ligne cet après-midi. Pourriez-vous m'aider à installer mon ordinateur portable dans le bureau de Victor? La lumière y est meilleure. Une fois seule dans le bureau de Victor, Eleanor agit rapidement. D'abord, elle positionna une petite caméra sans fil qu'elle avait commandée des semaines auparavant à des fins de sécurité, la cachant parmi les livres sur l'étagère de Victor. Ensuite, elle commença à fouiller dans les tiroirs de son bureau. La plupart contenaient des documents commerciaux ordinaires, mais au fond du tiroir inférieur, elle trouva une petite clé qu'elle ne reconnaissait pas. L'empochant, elle continua ses recherches jusqu'à ce qu'Agnès l'appelle pour le déjeuner. Au cours de la semaine suivante, Eleanor établit une nouvelle routine. Chaque jour, pendant que Victor était au travail, elle examinait les images de la caméra cachée, à la recherche de quelque chose d'inhabituel. La plupart des soirs, Victor passait quelques heures dans son bureau à examiner des documents ou à passer des appels. Rien de suspect. Puis 20 mardis soirs. Victor entra dans son bureau à son heure habituelle, mais ferma la porte à clé, ce qu'il faisait rarement. Eleanor regarda le flux en direct sur sa tablette alors qu'il passait un appel. Sa voix trop basse pour être entendue clairement, mais son expression était indubitablement intime, son sourire privé. Après l'appel, Victor déverrouilla son bureau avec la petite clé qu'Eleanor avait découverte. Le même tiroir qui avait semblé vide lors de sa fouille. Il en retira ce qui ressemblait à un petit carnet noir et prit plusieurs notes avant de le remettre et de reverrouiller le tiroir. Le lendemain, alors que Victor était sur un chantier de construction, Eleanor utilisa la clé qu'elle avait trouvée. Le carnet noir était un registre séparé documentant des transferts vers des comptes offshore non mentionnés dans aucun de leurs relevés financiers conjoints. Des sommes importantes, des centaines de milliers de dollars, transférés vers des comptes numérotés aux îles Caïmans.
Plus troublantes encore étaient les notes dans les marges, au dépôt appart, aux voitures, au médical. Olivia. Eleanor photographia chaque page avant de remettre le livre exactement comme elle l'avait trouvé. Le même après-midi, elle appela Diana, son ancienne collègue de leur début chez Miller Pluchen. « Eleanor, ça fait une éternité. » Diana semblait sincèrement heureuse de l'entendre. « Comment vas-tu ? » « Je gère, » répondit Eleanor. « Diana, j'ai besoin de te demander quelque chose en toute confidentialité. Sais-tu quelque chose sur une chef de projet nommée Olivia Rod ?» Un silence. Olivia, jeune, magnifique, toujours impeccablement habillée. Environ 30 ans. Ça correspond. Elle est chez Miller depuis environ 1 an maintenant. Une étoile montante. Diana hésita. Eleanor, il y a eu des rumeurs. Victor semble particulièrement investi dans sa carrière. Réunion tardive, déjeuner privé. La machine à ragots du bureau tourne à plein régime dès qu'ils sont ensemble. Diana soupira. Je ne voulais rien dire sans preuve. Après tout ce que tu as traversé. Les soupçons d'Eleanor se cristallisèrent en certitude. Merci d'être honnête. Encore une chose. Est-elle mariée à un certain Greg Rod ? Le rire de Diana confirma ce qu'Eleanor savait déjà. Olivia ? Non, elle est célibataire, c'est sûr. Elle tient à le mentionner, d'ailleurs. Après avoir raccroché, Eleanor sentit un calme étrange l'envahir. La douleur de la confirmation se mêlait à la validation. Elle n'imaginait pas des choses et n'était pas paranoïaque. Ce soir-là, elle observa Victor plus attentivement, notant comment il vérifiait son téléphone chaque fois qu'il vibrait, le léger sourire en lisant certains messages. Après le dîner, il annonça un autre voyage d'affaires pour la semaine suivante. 3 jours à Seattle pour le projet McKinley, dit-il nonchalamment. Comme c'est intéressant, répondit Eleanor, gardant sa voix neutre. Je pensais que la présentation McKinley n'était pas avant le mois prochain. Victor hésita à peine. Ils ont avancé le calendrier. Ces promoteurs sont toujours impatients. Un autre mensonge. Eleanor avait vu un email sur l'écran de l'ordinateur de Victor le matin, même confirmant la présentation McKinley à sa date initiale. Après que Victor se fut retiré dans son bureau, Eleanor se dirigea en fauteuil roulant vers la chambre d'amis et ouvrit son ordinateur portable. Il était temps d'être méthodique. Elle créa un document sécurisé et commença à lister tout ce qu'elle savait avec certitude. Victor mentait sur le statut matrimonial d'Olivia. Il transférait d'importantes sommes d'argent vers des comptes non déclarés. Certains de ces fonds semblaient soutenir Olivia. Il mentait sur son emploi du temps de voyage. Elle avait besoin de plus de preuves, mais son instinct lui disait que ce n'était que le début. Le Victor qu'elle avait épousé ne l'aurait jamais trahi de cette façon. Quand avait-il changé ? Ou avait-il toujours été capable de cette tromperie, et elle avait simplement été trop amoureuse pour le voir ? Le lendemain matin, Eleanor appela Martina, sa kinésithérapeute. « J'ai besoin d'une faveur, » dit-elle sans préambule. « Quelque chose en dehors de tes fonctions professionnelles. »« Je suis intriguée, » répondit Martina. « Et inquiète. » Eleanor hésita, puis décida qu'une honnêteté totale était nécessaire. « Tu dois m'aider à suivre mon mari. Je crois qu'il a une liaison. » Un silence. Puis, « Je passe te prendre à 19h. Habille-toi en sombre. » Cette nuit-là, Martina les conduisit dans sa modeste Honda jusqu'à un restaurant chic, se garant là où elle pouvait voir l'entrée. Effectivement, à 20h15, Victor arriva, non pas dans sa Tesla habituelle, mais en Uber. 10 minutes plus tard, une élégante Mercedes noire s'arrêta et Olivia en sortit. Sa grossesse était désormais indubitable, même sous son élégant manteau. Eleanor observa à travers des jumelles Victor saluer Olivia d'un baiser qui n'avait rien d'un mentorat, sa main s'attardant sur son ventre de femme enceinte avec une fierté évidente. « J'en ai assez vu, » dit doucement Eleanor. Martina lui serra la main. « Et maintenant ? » « Maintenant, je vais découvrir jusqu'où ça va. » Au cours des 2 semaines suivantes, Eleanor constitua son dossier méthodiquement. Elle découvrit des relevés de cartes de crédit indiquant des achats de bijoux chez Tiffany qu'elle n'avait jamais reçus.
Elle trouva des réservations pour une escapade d'un week-end à Napa pendant le prétendu voyage de Victor à Seattle. Plus troublant encore, elle découvrit des documents pour un pantouse de luxe acheté au nom de Victor seul, non répertorié parmi leurs biens matrimoniaux. La propriété se trouvait dans l'Archer, leur nouvelle tour résidentielle encore en construction. Puis vint la découverte la plus douloureuse de toutes. En fouillant le bureau de Victor à la recherche de plus de documents financiers, Eleanor trouva une petite boîte en velours cachée sous un faux fond de son tiroir de bureau. À l'intérieur, pas de bijoux, mais une image d'échographie intitulée « Bébé Miller, 24 semaines », avec le nom d'Olivia clairement imprimé en haut. Eleanor fixait l'image, les larmes brouillant sa vision, quand elle entendit la voix de Victor derrière elle. « Qu'est-ce que tu fiches, bon sang ?» Elle se tourna pour le trouver dans l'embrasure de la porte, son expression un mélange de rage et de panique. « Je cherche la vérité, » répondit-elle en brandissant l'échographie. « Ta mentorée porte ton enfant. » Le visage de Victor se durcit. « Tu n'avais aucun droit de fouiller dans mes affaires. »« Aucun droit. » La voix d'Eleanor monta. « Je suis ta femme. Cette échographie aurait dû être celle de notre bébé. »« C'est exactement pourquoi je te l'ai cachée, » rétorqua Victor. « Regarde-toi. Emotional, hysterique. Tu n'es pas assez stable pour gérer la vérité. »« Pas stable. » Eleanor était incrédule. « Tu as une liaison. Tu transfères de l'argent à l'étranger. Tu achètes des biens dont je ne sais rien, et c'est moi qui ne suis pas stable ?» Victor s'approcha, sa voix s'abaissant à un calme dangereux. « Eleanor, tu ne vas pas bien depuis l'accident. Les médecins m'ont prévenu des effets psychologiques potentiels de ton traumatisme et de tes médicaments. Paranoïa, délire de persécution. »« N'ose pas, » murmura Eleanor. « N'ose pas essayer de mettre ça sur le compte de ma santé mentale. » Mais Victor continua, son ton passant à une inquiétude si convaincante qu'elle était presque crédible. « Je m'inquiète pour toi depuis des mois. Ces théories du complot, les caméras cachées. Oui, je l'ai trouvé, » ajouta-t-il en voyant sa surprise. « Eleanor, tu as besoin d'aide. »« Ce dont j'ai besoin, c'est d'un avocat spécialisé en divorce, » répondit-elle. Quelque chose brilla dans les yeux de Victor. « Du calcul, pas de la douleur. Si c'est ce que tu penses être le mieux. Mais je dois te prévenir, n'importe quel juge prendra ton état mental en considération lors du partage des biens, surtout étant donné ton imprévisibilité depuis l'accident. » La menace était implicite mais claire. « Défie-moi et je te ferai passer pour instable. » Après le départ de Victor, Eleanor resta assise, tremblante, dans son fauteuil roulant, l'échographie toujours serrée dans sa main. Elle s'attendait à de la colère, peut-être même à un soulagement d'être découvert. Mais ce gaslighting calculé était quelque chose de bien plus sinistre. Cette nuit-là, Eleanor entendit Victor au téléphone dans son bureau, la porte mal fermée. « Elle a trouvé l'échographie, » disait-il doucement. « Non, ne t'inquiète pas. Je documente son comportement erratique depuis des mois. Mon avocat dit que nous avons des options. Oui, une évaluation psychologique serait la première étape. Bien sûr, je m'assurerai que toi et le bébé soyez pris en charge. » Eleanor retourna silencieusement dans sa chambre, une froide réalisation l'envahissant. Victor ne prévoyait pas seulement de la quitter. Il préparait le terrain pour potentiellement la faire déclarer mentalement inapte. Les implications étaient vertigineuses. Contrôle de ses décisions médicales, de ses finances, de sa liberté même. Pour la première fois depuis la découverte de la trahison de Victor, une peur authentique l'étreignit. Il ne s'agissait plus seulement d'infidélité. Il s'agissait de survie. Le lendemain matin, Eleanor se réveilla l'esprit clair et une décision prise. Si Victor voulait la guerre, elle devrait être stratégique dans sa réponse. Agir émotionnellement ne ferait que jouer dans son récit sur son instabilité mentale. Elle commença par ses médicaments. Pendant des mois, elle avait accepté sans poser de questions les pilules que Victor lui fournissait chaque matin et chaque soir. Une combinaison d'analgésiques, de relaxants musculaires et de somnifères prescrits par divers spécialistes. « Martina, » demanda-t-elle lors de leur prochaine séance de thérapie. « Voudrais-tu regarder quelque chose pour moi ?» Elle montra à Martina la collection de flacons de pilules de son armoire de salle de bain. Martina examina chacun attentivement,
son expression devenant de plus en plus troublée. « Eleanor, depuis combien de temps prends-tu cette combinaison ?»« Environ 8 mois. »« Pourquoi ?» Martina désigna 2 des flacons. Ce relaxant musculaire à ce dosage rendrait n'importe qui confus et désorienté. Et celui-ci n'est généralement plus prescrit pour ton type de blessure. Il est connu pour causer des problèmes de mémoire et de confusion en cas d'utilisation à long terme. Une sensation de froid s'installa dans l'estomac d'Eleanor. Victor gère mon calendrier de médication. Il dit que c'est trop compliqué pour moi à suivre tant que je les prends. Le visage de Martina se durcit. Je pense qu'il est temps que tu voies un autre neurologue. Un que tu choisiras toi-même. Le docteur Sarah Winters, une neurologue recommandée par Martina, examina les antécédents médicaux d'Eleanor avec une inquiétude croissante. Madame Miller, plusieurs de ces médicaments sont contre-indiqués pour votre état et les dosages sont anormalement élevés. Elle leva les yeux de ses notes. Qui a supervisé votre régime de prescription ? Mon médecin traitant, le docteur Rees, répondit Eleanor. Il travaille en étroite collaboration avec mon mari. Le docteur Winters fronça les sourcils. Je vois de multiples prescriptions de différents spécialistes, mais peu de consultations entre eux. Elle hésita. Avec votre permission, j'aimerais faire des analyses de sang et élaborer un plan de traitement plus approprié. Les résultats des tests confirmèrent les soupçons du docteur Winters. Le sang d'Eleanor montrait des niveaux de certains médicaments plus élevés que prescrits, suggérant que quelqu'un avait augmenté ses dosages sans autorisation médicale. Cette combinaison provoquerait fatigue, confusion et problèmes de mémoire, expliqua doucement le docteur Winters. Elle pourrait même avoir entravé votre rétablissement physique. Sous la direction du médecin, Eleanor commença à réduire soigneusement les médicaments inutiles. Le processus fut inconfortable, mais en 2 semaines, elle remarqua des différences significatives. Son esprit était plus vif, son énergie améliorée, et fait le plus révélateur, ses séances de kinésithérapie montraient des progrès mesurables. Tu as plus progressé ces 10 derniers jours qu'au cours des 3 mois précédents, nota Martina lors d'une séance particulièrement réussie. Pendant ce temps, Eleanor continuait de monter son dossier contre Victor, désormais avec un esprit plus clair et un objectif renouvelé. Elle engagea une détective privée recommandée par le docteur Winters, qui avait malheureusement vu des cas similaires de manipulation médicale dans sa pratique. La détective, Clara Jenkins, était efficace et discrète. En quelques jours, elle fournit à Eleanor une chronologie complète de la relation de Victor avec Olivia Rod, y compris des preuves qu'ils étaient ensemble depuis plus de 16 mois, soit avant l'accident d'Eleanor. Ils se sont rencontrés lors d'une conférence sur le développement à Chicago, expliqua Clara, montrant à Eleanor des photos de l'événement. Selon mes sources, elle a été embauchée chez Miller Développement moins d'1 mois plus tard. Eleanor fixa les images de Victor et Olivia dans un bar d'hôtel, sa main posée de manière possessive sur le bas de son dos. L'horodatage indiquait février de l'année dernière, 3 mois avant son accident. Il y a autre chose que tu devrais savoir, continua Clara, avec une hésitation dans la voix. J'ai examiné les rapports d'inspection du chantier où ton accident s'est produit. La plateforme temporaire qui s'est effondrée avait été signalée pour renforcement la semaine précédente. L'ordre de travail a été signé comme étant achevé, mais il n'y a aucune trace des réparations effectives. Eleanor fronça les sourcils. Cela arrive parfois sur des chantiers très actifs. La paperasse devance le travail réel. C'est vrai, admit Clara, mais la signature sur le formulaire d'achèvement. Elle appartient à Victor Miller. Le sang d'Eleanor se glaça. Suggères-tu que Victor savait que la plateforme n'était pas sûre quand j'ai visité le site ? Clara choisit ses mots avec soin. Je dis que le timing est préoccupant. L'accident s'est produit 3 semaines après l'embauche de Mademoiselle Rod, sur un site que Victor avait personnellement certifié sûr, malgré des problèmes structurels documentés. L'implication était presque trop monstrueuse pour être envisagée. Eleanor avait toujours supposé que sa chute était un accident tragique. L'idée que Victor ait pu sciemment la laisser utiliser un équipement dangereux était impensable. Pourtant, en examinant les preuves que Clara avait recueillies, des schémas troublants émergèrent. Après son accident, Victor avait pris le contrôle de ses soins médicaux avec une efficacité surprenante.
Il avait insisté sur des médecins spécifiques, géré tous ses médicaments et l'avait progressivement isolé de ses collègues et amis. C'est trop pour toi en ce moment, disait-il chaque fois qu'elle mentionnait de visiter le bureau ou d'assister à des événements de l'industrie. Concentre-toi sur ta guérison. Eleanor recontacta Diana, cette fois avec des questions plus précises sur sa tentative de retour au travail 6 mois après l'accident. J'ai toujours trouvé ça étrange. Admit, Diana. Tu devais revenir à temps partiel. Ton bureau était prêt. Et puis soudain, Victor a annoncé que tu avais eu une rechute et que tu avais besoin de plus de temps. Je ne me souviens d'aucune rechute, dit lentement Eleanor. Victor m'a dit que les aménagements pour l'accessibilité n'étaient pas encore prêts. Le silence de Diana en disait long. Eleanor, les aménagements ont été terminés 2 semaines avant la date prévue. Je les ai supervisés moi-même. L'image qui se dessinait était profondément troublante. Victor n'avait pas seulement été infidèle. Il avait systématiquement sapé le rétablissement et l'indépendance d'Eleanor tout en créant le récit qu'elle était trop handicapée et mentalement instable pour fonctionner professionnellement. Avec l'aide de Martina, Eleanor entra en contact avec un spécialiste en réadaptation qui conçut un programme de thérapie intensive loin de l'œil vigilant de Victor, 3 fois par semaine. Tandis que Victor croyait qu'elle assistait à des séances d'art-thérapie suggérées par lui et prétendument supervisées par une thérapeute qui était en réalité la cousine de Martina, Eleanor travaillait en fait à reconstruire sa force et sa mobilité. Les progrès furent lents mais constants à mesure que les médicaments inutiles quittaient son système. Eleanor découvrit qu'elle pouvait se tenir debout plus longtemps et même faire plusieurs pas avec une simple canne. Des réussites que Victor lui avait maintes fois dit improbables compte tenu de son état. Il n'était jamais au rendez-vous chez le médecin, n'est-ce pas ? Demanda un jour Eleanor à Martina. Ceux où il lui aurait dit que mon pronostic était mauvais. Martina secoua la tête. J'ai examiné ton dossier médical complet. Plusieurs spécialistes ont noté un bon potentiel de rétablissement significatif avec une kinésithérapie intensive. Une thérapie que Victor a annulée ou reportée à plusieurs reprises. Forte de ses connaissances, Eleanor contacta Rafael Dominguez, un avocat spécialisé dans la maltraitance des personnes vulnérables et la fraude financière. Bien qu'elle ne soit pas âgée, Rafael expliqua que bon nombre des mêmes protections juridiques s'appliquaient aux personnes handicapées exploitées par des soignants ou des membres de leur famille. Ce que vous décrivez est un cas d'école de gaslighting médical et d'exploitation financière, expliqua Rafael lors de leur réunion confidentielle. La manipulation des médicaments à elle seule est potentiellement criminelle. Je dois être prudente, expliqua Eleanor. Victor dispose de ressources et de relations importantes, et il documente ma prétendue instabilité mentale pour l'utiliser contre moi. Raphaël hocha sombrement la tête. Alors nous documentons tout et nous nous préparons pour le bon moment. Plus important encore, nous assurons votre sécurité physique pendant que nous montons le dossier. La sécurité était devenue une préoccupation réelle. À mesure qu'Eleanor réduisait ses médicaments et devenait plus lucide, le comportement de Victor devenait de plus en plus contrôlant. Il installa un système de sécurité qui lui envoyait des alertes lorsque les portes extérieures s'ouvraient. Il commença à vérifier ses flacons de pilules pour s'assurer qu'elle suivait son traitement, forçant Eleanor à développer des systèmes élaborés pour maintenir sa tromperie. Grâce à l'enquête de Clara, Eleanor découvrit quelque chose d'encore plus alarmant. Victor avait consulté un avocat spécialisé dans les mises sous tutelle pour adultes mentalement incapables. Il prépare le terrain pour prendre le contrôle légal de vos affaires, avertit Raphaël quand Eleanor partagea cette information. Nous devons accélérer notre calendrier. Eleanor accepta, mais insista pour qu'il soit minutieux. Je veux qu'il soit complètement exposé. Pas seulement l'affaire, mais tout, la fraude financière, la manipulation médicale, et possiblement son rôle dans mon accident. La dernière pièce du puzzle se mit en place lorsque Clara localisa Marcus Jones, un ancien agent de sécurité du chantier où l'accident d'Eleanor s'était produit. D'abord réticent à parler, Marcus accepta finalement de rencontrer Eleanor au bureau de Raphaël. Je n'étais pas censé être là ce jour-là, expliqua nerveusement Marcus. J'avais échangé mon service avec un autre garde. C'est pourquoi il est venu me voir après. Il, incita Eleanor. Votre mari. 2 jours après votre accident,
Il m'a demandé de supprimer des séquences spécifiques du serveur de sécurité. Marcus ne pouvait pas croiser le regard d'Eleanor. Il a dit que ça vous montrait dans un moment privé, bouleversé, en larmes, et il voulait protéger votre dignité. Il m'a offert 5 000 $ en espèces. Les avez-vous supprimés ? Demanda Raphaël. Marcus hocha la tête. Mais je ne suis pas complètement stupide. J'ai fait une copie d'abord. Une assurance, vous savez. Je n'ai jamais pensé que j'en aurais besoin. Les images stockées sur une vieille clé USB que Marcus avait gardée cachée étaient granuleuses mais suffisamment claires. Elles montraient Victor sur le chantier tôt le matin de l'accident d'Eleanor, examinant la plateforme temporaire. L'horodatage était 6h42, près de 3 heures avant l'inspection prévue d'Eleanor. Plus accablant encore était le deuxième clip du même matin. Victor parlant avec le chef de chantier, désignant la plateforme, puis lui tendant une enveloppe. Le chef de chantier hocha la tête, empocha l'enveloppe et s'éloigna. Aucun travail ne fut effectué sur la plateforme. Eleanor regarda les images dans un silence horrifié. Bien que ce ne soit pas une preuve définitive que Victor avait intentionnellement causé son accident, cela montrait clairement qu'il savait que la plateforme n'était pas sûre et n'avait rien fait pour l'empêcher de l'utiliser. Cela frôle le délit pénal, dit doucement Raphaël. Négligence au minimum, tentative d'homicide involontaire au pire. Eleanor se sentit étrangement calme alors que les dernières pièces s'alignaient. Nous avons besoin de copies de tout. Des copies sécurisées auxquelles Victor ne peut accéder ni détruire. Alors qu'ils élaboraient leur stratégie, Eleanor apprit par Diana que Victor prévoyait d'organiser le gala annuel de l'entreprise, traditionnellement tenu dans un hôtel du centre-ville, chez eux cette fois. Il dit que c'est pour te faciliter la participation, expliqua Diana, le doute évident dans sa voix. Eleanor reconnut immédiatement l'opportunité que cela présentait. Quand exactement cela se passe-t-il ? Dans 6 semaines, un samedi. Victor s'occupe personnellement de l'organisation. Grâce à une observation attentive et à des questions stratégiques, Eleanor découvrit le véritable objectif d'organiser le gala chez eux. Victor prévoyait d'annoncer Olivia à la fois comme sa nouvelle partenaire commerciale et de la présenter publiquement comme la mère de son enfant, déclarant ainsi son nouvel avenir en présence d'Eleanor. C'est d'une cruauté à couper le souffle, dit Martina quand Eleanor partagea cette découverte. T'humilier chez toi, devant tes collègues et amis. Le sourire d'Eleanor était crispé. En fait, c'est parfait. Il crée exactement la scène dont j'ai besoin. Le gala étant dans 3 semaines, Eleanor passa à la vitesse supérieure, se coordonnant avec son équipe grandissante d'alliés. Raphaël préparait les documents juridiques tandis que Clara rassemblait les dernières preuves dont ils avaient besoin. Martina intensifia la kinésithérapie d'Eleanor, se concentrant sur le développement de l'endurance dont elle aurait besoin pour ce qui allait suivre. Nous devons être méthodiques, insista Eleanor lors d'une session de stratégie au bureau de Raphaël. Victor s'attend à ce que je craque ou que je m'emporte. Il compte sur des réactions émotionnelles qu'il pourra utiliser pour étayer son récit sur mon état mental. Raphaël hocha la tête avec approbation. Les preuves que nous avons recueillies sont convaincantes, mais le timing et la présentation seront cruciaux. Eleanor avait renoué avec sa sœur jumelle, Élise, dont elle s'était éloignée ces dernières années, une séparation qu'elle reconnaissait maintenant comme faisant partie des tactiques d'isolement systématique de Victor. Il disait toujours que tu étais trop occupée par tes projets de cybersécurité pour venir me voir, expliqua Eleanor lors de leurs retrouvailles émouvantes. Le visage d'Élise se durcit. J'ai essayé de te rendre visite de nombreuses fois après ton accident. Victor disait toujours que tu étais trop fatiguée ou que tu avais trop mal pour voir qui que ce soit. Elle serra la main d'Eleanor. J'ai su que quelque chose n'allait pas quand mes cadeaux d'anniversaire pour toi sont restés sans accusé de réception. Nous n'avons jamais manqué nos anniversaires respectifs. Avec son expérience en sécurité numérique, Élise se révéla inestimable pour leurs efforts. Elle aida Eleanor à accéder aux fichiers protégés par mot de passe de Victor, révélant une mine d'informations incriminantes. Des emails discutant des comptes offshore où il avait caché des millions de bénéfices de l'entreprise. Une correspondance avec Olivia datant d'avant l'accident d'Eleanor. Des communications avec des médecins leur demandant de souligner les limitations d'Eleanor plutôt que son potentiel de rétablissement. Des recherches sur des médicaments connus pour provoquer des troubles cognitifs et de la confusion,
des plans détaillés pour le Pentouse en préparation pour Olivia, payés avec des fonds de leur fondation caritative. Ils détournent des fonds de notre fondation. Eleanor était abasourdie. La Fondation Miller pour un design accessible avait été son projet passion, finançant des rampes, des ascenseurs et d'autres modifications pour rendre les espaces publics accessibles à tous. D'après ces documents, il a détourné plus de 2 millions de dollars au cours de la dernière année seulement, confirma Élise en faisant défiler les documents financiers. L'argent était censé aller à des projets d'accessibilité qui n'ont jamais été achevés. La profondeur de la trahison de Victor semblait sans fond. Au-delà de l'adultère et de la manipulation médicale, il avait corrompu l'œuvre de la vie d'Eleanor, utilisant des fonds destinés à aider les personnes handicapées pour financer sa nouvelle vie avec Olivia. Eleanor insista pour maintenir un secret absolu pendant leurs préparatifs. Elle continua à prendre les placebos que Martina avait préparés à la place de ses médicaments réels, permettant à Victor de croire qu'elle restait confuse et dépendante. Elle feignit l'enthousiasme pour le gala à venir, offrant même des suggestions pour le menu et les décorations. « Je veux que tout soit parfait », dit-elle à Victor avec un enthousiasme soigneusement calibré. « Ça fait si longtemps que je n'ai pas participé à un événement d'entreprise. » Le sourire de Victor n'atteignit pas ses yeux. « C'est l'esprit, Eleanor. Il est important que tout le monde nous voit ensemble, comme un front uni. » L'ironie de sa déclaration n'échappa pas à Eleanor. 2 semaines avant le gala, Eleanor rencontra Camila Vega, une journaliste d'investigation connue pour ses révélations sur la corruption d'entreprise. Raphaël avait insisté sur ce contact, arguant que la couverture médiatique fournirait une couche de protection supplémentaire. Une fois que ce sera public, il deviendra beaucoup plus difficile pour Victor de riposter ou de déformer le récit, expliqua Raphaël. Camila fut immédiatement captivée par l'histoire d'Eleanor. Cela va au-delà d'une trahison personnelle, nota-t-elle en examinant les preuves. La fraude à la fondation, les violations de la sécurité sur les chantiers, la faute médicale potentielle, c'est de la corruption systématique avec de vraies victimes. Je veux être très claire, souligna Eleanor. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de responsabilité et de s'assurer que Victor ne puisse plus faire ça à personne d'autre. Camila étudia attentivement Eleanor. Votre retenue est remarquable compte tenu de ce que vous avez enduré. Le sourire d'Eleanor était crispé. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir assise dans ce fauteuil roulant. À l'approche du gala, Eleanor travailla avec Élise pour s'assurer que leurs préparatifs technologiques soient impeccables. Des caméras cachées furent placées stratégiquement dans tout le rez-de-chaussée de leur maison. Le système de présentation que Victor prévoyait d'utiliser pour son annonce d'entreprise fut subtilement modifié pour permettre à Eleanor d'en prendre le contrôle si besoin. Il ne pourra pas l'arrêter à distance, l'assura Élise. Une fois que tu auras lancé la séquence, elle se terminera quoi que quiconque fasse. Victor resta inconscient de ses préparatifs, interprétant l'énergie accrue d'Eleanor comme de l'excitation à l'idée de reprendre une vie sociale. S'il remarqua qu'elle faisait des trajets légèrement plus longs dans la maison en fauteuil roulant ou se levait occasionnellement pour attraper quelque chose sur une étagère, il ne fit aucun commentaire, supposant peut-être que son gaslighting avait été si efficace qu'elle n'oserait pas espérer une amélioration substantielle. Une semaine avant le gala, Eleanor rencontra l'inspectrice municipale du bâtiment, Maria Gonzalez, qui avait examiné les documents concernant les violations de sécurité sur les chantiers de Victor. Ce ne sont pas des oublis mineurs, confirma Maria, l'expression grave. Nous parlons d'un mépris systématique des protocoles de sécurité de base si ces allégations s'avèrent exactes. Miller Développement pourrait faire face à des sanctions importantes. Je veux que cela soit traité par les voies appropriées, insista Eleanor. Ma situation personnelle mise à part, des vies sont en jeu. La veille du gala, Eleanor était assise dans son atelier, la seule pièce de leur maison qui lui appartenait encore vraiment. Autrefois remplie de maquettes architecturales et de plans de conception, elle contenait maintenant sa documentation minutieuse de la trahison de Victor. Chaque élément de preuve était sauvegardé dans plusieurs endroits sécurisés, avec des copies en possession de Raphaël, sur les serveurs cryptés d'Élise et dans un coffre-fort accessible uniquement à Eleanor. Son téléphone vibra, un SMS de Martina. Tout est en place pour demain. ¿Es tu prete? Eleanor se regarda dans le miroir.
La femme qui la fixait n'était plus la personne brisée et confuse que Victor avait cultivée. Ses yeux étaient clairs, sa posture droite, même assise dans son fauteuil roulant. Les médicaments inutiles avaient quitté son système, et une kinésithérapie intensive avait restauré plus de fonctions que Victor ne le croyait possible. « Prête », répondit-elle par SMS, puis ajouta « Il ne se doute absolument pas de ce qui l'attend ». Ce soir-là, Victor fut exceptionnellement attentionné, apportant à Eleanor une tasse de son thé préféré alors qu'elle se préparait pour la nuit. « Grand jour demain », dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Es-tu excitée de voir tout le monde ?» Eleanor prit le thé, notant la légère amertume familière qui suggérait qu'il avait ajouté ses médicaments directement dans la boisson, chose qu'il avait commencé à faire récemment quand il soupçonnait qu'elle pourrait sauter des doses. « Très excitée », répondit-elle, faisant semblant de siroter tout en laissant en réalité le liquide tomber dans la plante en pot à côté de son lit, une astuce qu'elle avait perfectionnée au fil des semaines. On dirait le début de quelque chose de nouveau. Le sourire de Victor s'élargit. C'est exactement ça, un nouveau chapitre. S'il remarqua le double sens de leur échange, il n'en donna aucune indication. Alors qu'il se tournait pour partir, Eleanor l'appela doucement. « Victor, te souviens-tu de ce que tu m'as dit le jour où tu m'as demandé en mariage, à propos de pourquoi tu m'aimais ?» Il s'arrêta, momentanément décontenancé par la sentimentalité de la question. « J'ai dit beaucoup de choses ce jour-là. Tu as dit que tu aimais mon esprit, que j'étais la personne la plus intelligente que tu aies jamais rencontrée. » Le sourire d'Eleanor était doux. « J'ai pensé à ça dernièrement. » L'expression de Victor vacilla, peut-être un instant de regret sincère, avant que son masque de mari attentionné ne revienne. « Repose-toi bien, Eleanor. Demain est un jour important. » Alors que la porte se refermait derrière lui, Eleanor murmura à la pièce vide. « Oui, ça l'est certainement. » Le jour du gala arriva avec un temps parfait. Une soirée d'automne fraîche mettait en valeur leur maison moderniste en verre. Des décorateurs professionnels avaient transformé le rez-de-chaussée en un lieu élégant avec des arrangements floraux. Un éclairage subtil et une petite estrade où Victor ferait ses annonces. Eleanor passa la matinée à se préparer soigneusement. Elle choisit une robe bleue nuit qu'elle avait portée à un événement caritatif 3 ans plus tôt, la dernière grande fonction à laquelle elle avait assisté avant son accident. Victor avait toujours dit que c'était sa préférée, bien qu'il ait haussé un sourcil quand elle demanda à Agnès de l'aider à l'enfiler. « Es-tu sûr que c'est approprié ?» demanda-t-il en jetant un coup d'œil à son fauteuil roulant. L'équipe de stylistes a apporté plusieurs options qui seraient plus adaptées. « Je veux porter quelque chose qui rappelle à tout le monde qui j'étais, qui je suis, » répondit Eleanor avec un sourire serein. « Ne t'inquiète pas, Agnès l'a parfaitement modifié. » À 18h, le personnel effectuait les derniers préparatifs tandis qu'Eleanor se positionnait dans le salon attenant à la zone de réception principale. De ce point de vue, elle pouvait observer sans être immédiatement visible des invités arrivants. Victor était dans son élément, se déplaçant avec assurance dans l'espace, dirigeant les traiteurs et vérifiant l'éclairage. Il portait un nouveau smoking qu'Eleanor n'avait jamais vu. Une autre petite trahison ajoutée à la montagne des plus grandes. « Sommes-nous confirmés pour 20h30 » l'entendit-elle demander à son assistante. « Oui, monsieur Miller. La voiture vient chercher mademoiselle Rod à 20h15. Tous les membres du conseil d'administration et les investisseurs clés ont confirmé leur présence. » Victor hocha la tête, la satisfaction évidente sur son visage. « Parfait. Assurez-vous que le fauteuil roulant d'Eleanor soit positionné près du fond une fois les invités arrivés. Suffisamment visible pour les apparences, mais pas au centre. » La cruauté désinvolte de son instruction confirma ce qu'Eleanor savait déjà. Ce soir était conçu pour la marginaliser pendant que Victor revendiquait son nouvel avenir. Les invités commencèrent à arriver à 19h. Eleanor regarda Victor saluer chacun chaleureusement, jouant le rôle de l'homme d'affaires prospère et du mari dévoué. Quand il la fit finalement sortir pour rejoindre la réception, sa main reposa de manière possessive sur son épaule alors qu'il la guidait à travers des interactions soigneusement scénarisées. Eleanor avait tellement hâte de voir tout le monde, disait-il en lui tapotant la main. « N'est-ce pas, ma chérie ?» Eleanor joua parfaitement son rôle, présente mais discrète,
souriant avec reconnaissance alors que collègues et associés lui disaient à quel point elle avait l'air bien. Comme Victor l'avait demandé, le personnel positionna finalement son fauteuil roulant dans un coin de la pièce principale, partiellement masqué par un grand arrangement floral. À 20h30, le gala battait son plein. Près de 200 invités remplissaient leur maison, membres du conseil d'administration, investisseurs, responsables municipaux et membres éminents de la communauté architecturale. Eleanor remarqua plusieurs personnalités clés avec lesquelles Victor avait cultivé des relations. Le maire Harrison, la commissaire Lang et Draymond Jefferson, le capital risqueur dont l'investissement avait étendu Miller Développement à 3 nouveaux États. À 20h40 précise, une élégante voiture noire s'arrêta devant. Eleanor regarda par la fenêtre Victor sortir pour accueillir personnellement Olivia, resplendissante dans une robe dorée moulante qui accentuait son ventre de femme enceinte. Il lui embrassa la joue avec une intimité familière, sa main s'attardant sur sa taille alors qu'il la guidait à l'intérieur. La pièce devint subtilement plus silencieuse à leur entrée, les invités remarquant la nouvelle venue enceinte et la manière possessive dont Victor la présentait au contact clé. Eleanor observa les regards rapides et gênés jetés dans sa direction, les gens faisant le lien et réalisant que quelque chose d'important se déroulait. À 21h, Victor fit teinter son verre pour attirer l'attention, se déplaçant vers la petite estrade où un écran de projection affichait le logo de Miller Développement. Amis, collègues, estimés partenaires, commença-t-il. Sa voix portant avec assurance à travers la pièce silencieuse. Merci de vous joindre à nous dans notre maison pour cette soirée spéciale. Eleanor nota son utilisation délibérée de « notre maison », maintenant la façade de leur relation, même alors qu'ils se préparaient à la démanteler publiquement. Miller Développement a toujours été une question de vision, poursuivit Victor, de voir des possibilités là où d'autres ne voient que des obstacles. Ce soir, je suis ravi de partager notre nouvelle vision, celle qui transformera non seulement nos paysages urbains, mais notre entreprise elle-même. L'écran derrière lui passa à des rendus d'un nouveau projet ambitieux. The Horizon, une communauté à usage mixte comprenant des tours modernes saisissantes entourées d'espaces verts. The Horizon représente notre avenir, déclara Victor, suscitant habilement l'enthousiasme avec chaque phrase rodée. Un avenir qui embrasse l'innovation, la durabilité et un nouveau leadership. Il fit un geste vers Olivia, l'invitant à le rejoindre sur scène. C'est un plaisir de vous présenter Olivia Rod, qui rejoint Miller Développement en tant que notre nouvelle directrice créative et ma partenaire pour donner vie à The Horizon. Les applaudissements remplirent la pièce, bien qu'Eleanor ait remarqué que de nombreux invités semblaient mal à l'aise, leurs yeux allant de Victor à Olivia, puis au fauteuil roulant d'Eleanor dans le coin. Victor plaça son bras autour de la taille d'Olivia, son sourire s'élargissant. Olivia apporte une perspective nouvelle et une sensibilité de conception brillante à notre équipe. Sa vision de communauté accessible et durable s'aligne parfaitement avec la future direction de Miller Développement. L'ironie était stupéfiante, Victor s'appropriant l'engagement de toute une vie d'Eleanor envers l'accessibilité comme argument de vente pour sa nouvelle partenaire. Mais ce soir, il s'agit de plus que d'annonces commerciales, poursuivit Victor, sa voix s'adoucissant pour prendre un ton qu'Eleanor reconnaissait comme son plus manipulateur. Il s'agit d'honnêteté et de nouveaux départs. La pièce devint inconfortablement silencieuse alors que les invités sentaient ce qui allait arriver. La vie prend des tournants inattendus, dit Victor, regardant directement Eleanor pour la première fois de la soirée. Parfois, elle apporte des défis qui changent complètement notre chemin. Eleanor maintint un sang-froid parfait, son visage ne révélant rien alors que Victor continuait son récit soigneusement élaboré. L'accident d'Eleanor il y a 3 ans a profondément changé nos 2 vies, dit-il, son expression un chef-d'œuvre de compassion feinte. À travers son courage, elle a montré ce que signifie s'adapter à des circonstances difficiles. Des murmures d'approbation parcoururent l'auditoire, chacun appréciant les platitudes attendues sur sa bravoure. Mais la vie apporte aussi une joie inattendue, continua Victor, se tournant vers Olivia avec une affection non dissimulée. Parfois, quand on s'y attend le moins, on nous offre une seconde chance au bonheur. Avec un timing théâtral, Victor prit la main d'Olivia et la plaça sur son ventre de femme enceinte. Olivia et moi attendons un enfant ensemble dans 3 mois, un fils qui représente l'avenir dont j'ai toujours rêvé. La pièce éclata en réactions confuses, allaitements, conversations murmurées et mouvements inconfortables.
Tous les yeux se tournèrent vers Éléanore, attendant la crise de nerfs que Victor avait anticipée. Au lieu de cela, Éléanore sourit et commença lentement à se diriger en fauteuil roulant vers la scène. « Éléanore, » dit Victor, un avertissement dans la voix alors qu'elle approchait. « Peut-être devrais-tu. »« J'aimerais dire quelque chose, si je peux, » interrompit Éléanore, sa voix claire et forte, pas le ton timide auquel Victor s'était habitué. Après une annonce aussi importante, le visage de Victor vacilla d'incertitude, mais lui refuser la parole paraîtrait insensible devant tant de témoins. « Bien sûr, » dit-il sèchement, lui offrant le microphone avec une réticence évidente. Éléanore positionna son fauteuil roulant au centre de la scène. Entre Victor et Olivia. Elle prit le microphone et balaya la pièce du regard. Amis, collègues, des gens qui la connaissaient depuis des années, mais qui avaient accepté sans poser de questions le récit de Victor sur son déclin. « D'abord, je veux féliciter Victor et Olivia, » commença-t-elle calmement. « Un enfant est toujours une bénédiction, quelles que soient les circonstances de sa conception. » Olivia rougit, regardant inconfortablement Victor, qui maintenait un sourire rigide. « Je suis au courant de leur relation depuis un certain temps, » continua Éléanore, provoquant une autre vague de murmures dans la foule. « Tout comme je suis au courant du pantouse que Victor a acheté pour eux dans l'Archer en utilisant des fonds de notre fondation caritative. » Victor s'avança, sa main tendue vers le microphone. « Éléanore, tu es bouleversée. » »« Ne faisons pas. Je ne suis pas bouleversée, Victor. J'ai enfin les idées claires. » Éléanore se tourna pour s'adresser directement au public. « Les idées claires parce que j'ai passé les 2 derniers mois à me sevrer des médicaments inutiles que Victor me donnait. Des médicaments qui me maintenaient confuse, faible et dépendante. » La pièce tomba dans un silence complet. « Vous voyez, Victor ne m'a pas seulement trahi avec une liaison, » expliqua Éléanore, sa voix ferme. « Il a systématiquement sapé mon rétablissement depuis le tout début. » Avec une précision rodée, Éléanore activa la télécommande cachée dans sa main. L'écran derrière eux passa des rendus de The Horizon à des dossiers médicaux détaillant son régime de prescription. « Ce sont mes vrais dossiers médicaux, » expliqua-t-elle alors que les documents s'affichaient. Et ceci, l'écran se divisa pour montrer un deuxième ensemble de dossiers, sont les versions modifiées que Victor a fournies à mon équipe soignante. Augmentant les dosages et ajoutant des médicaments connus pour causer des troubles cognitifs. Le visage de Victor se vida de sa couleur. « C'est exactement ce qui m'inquiétait, » dit-il fort, tentant de reprendre le contrôle. « Éléanore souffre de délires paranoïaques. » Ses médecins la surveillent. « Mes médecins, » interrompit Éléanore. « Vous voulez dire les spécialistes que vous avez soigneusement sélectionnés et rencontrés en privé avant mes rendez-vous ? Ceux qui ont reçu des instructions spécifiques pour souligner mes limitations plutôt que mon potentiel de rétablissement ? » L'écran changea à nouveau, montrant maintenant des emails entre Victor et divers professionnels de la santé. Ces instructions étaient surlignées, accablantes de détails. Éléanore continua méthodiquement, sa voix restant calme. Mais la manipulation des médicaments n'était qu'une partie d'un plan plus vaste. Victor avait besoin de contrôler nos finances sans ma participation. La projection passa à des documents financiers montrant les comptes offshore, les achats de propriétés et les transferts de fonds de la fondation que Victor avait dissimulés. Au cours des 2 dernières années, Victor a détourné plus de 8 millions de dollars de notre entreprise et de notre fondation caritative, expliqua Éléanore. De l'argent qui devait financer des projets d'accessibilité, mais qui a plutôt financé sa nouvelle vie avec Olivia, y compris le Pantouse et la Mercedes à 200 000 $ garés dans son garage. Draymond Jefferson se leva de son siège. « Victor, est-ce exact ? Des fonds de la fondation utilisés pour des dépenses personnelles ?» Avant que Victor ne puisse répondre, Éléanore poursuivit son exposé méthodique. « Le plus troublant fut peut-être de découvrir le rôle de Victor dans mon accident il y a 3 ans. » L'écran changea pour montrer les images de sécurité que Marcus avait fournies. Victor examinant la plateforme dangereuse, puis payant le contremaître pour l'ignorer quelques heures seulement avant la chute d'Éléanore. Ces images ont été supprimées du système de sécurité du chantier 2 jours après mon accident, expliqua Éléanore. Heureusement, un agent de sécurité consciencieux a fait une sauvegarde. Victor finit par craquer, se jetant sur Éléanore. « Assez. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Tu es qu'en fius.
Delorante. Plusieurs invités s'avancèrent pour le retenir, choqués par son mouvement agressif envers sa femme handicapée. Je ne suis pas confuse, Victor, répondit calmement Eleanor. Plus maintenant. Puis, au moment qu'elle préparait depuis des semaines, Eleanor engagea le frein de son fauteuil roulant, posa ses mains sur les accoudoirs, et lentement, délibérément, se leva. Un hoquet collectif emplit la pièce alors qu'Eleanor se dressait de toute sa hauteur, se stabilisait et faisait un pas en avant, puis un autre. Plongeant la main dans le petit sac attaché à son fauteuil roulant, elle en sortit une canne pliante et la déplia. Grâce à des soins médicaux appropriés et à une kinésithérapie intensive, dit-elle, se tenant droite devant le public abasourdi, j'ai retrouvé beaucoup plus de fonctions que Victor ne voulait que quiconque sache possible. Le visage de Victor se tordit de rage et d'incrédulité. C'est une mise en scène, balbutia-t-il. Elle peut à peine. Je peux marcher avec assistance, le corrigea Eleanor. Je peux rester debout pendant 20 minutes. Je peux penser clairement. Toute chose que vous avez travaillé très dur à empêcher, Victor. Elle se tourna de nouveau vers le public. Je ne partage pas cela ce soir par vengeance, mais par souci de responsabilité. Les actions de Victor n'ont pas seulement nui à moi, mais à tous ceux qui croyaient en la mission de notre entreprise et ont fait des dons à notre fondation. Le maire Harrison s'avança. Madame Miller, ce sont des allégations sérieuses. Si elles sont exactes, chaque document que j'ai montré a été vérifié, confirma Eleanor. Et j'ai fourni des copies complètes au bureau du procureur, à l'ordre des médecins de l'État et à la SEC. Comme sur un signal, la porte d'entrée s'ouvrit pour laisser entrer plusieurs personnes en costume. Des représentants des forces de l'ordre et des agences de régulation qui attendaient le signal d'Eleanor. Monsieur Miller, annonça une femme au visage sévère qui s'identifia comme l'agent spécial Larson de la division des crimes financiers du FBI. Nous devons vous parler concernant des allégations de fraude électronique, de détournement de fonds et de détournement de fonds caritatifs. Le gala sombra dans le chaos alors que les invités commençaient à partir précipitamment. Les investisseurs passaient des appels urgents et Victor fut escorté dans une pièce privée pour un interrogatoire préliminaire. Pendant tout ce temps, Eleanor resta debout, appuyée sur sa canne, acceptant les félicitations stupéfaites et les excuses des collègues qui avaient cru au récit de Victor sur son état. Olivia, pâle et secouée, s'approcha d'Eleanor après que Victor eut été emmené. « Je ne savais pas, » dit-elle doucement. « Pour les médicaments, l'accident. Il m'a dit que votre état était largement psychologique, que vous refusiez le traitement. » Eleanor la regarda calmement. « Que ferez-vous maintenant ?» Olivia posa une main protectrice sur son ventre. « Je ne sais pas. Tout ce que je pensais savoir. Mon problème n'est pas avec vous ou votre enfant, dit Eleanor avec une compassion sincère. Victor est l'architecte de sa propre chute. » Alors que le dernier invité partait et que les enquêteurs continuaient de rassembler des preuves dans le bureau de Victor, Eleanor retourna enfin à son fauteuil roulant, non par incapacité à rester debout plus longtemps, mais par la simple fatigue d'une soirée émotionnellement épuisante. Martina apparut à ses côtés, ayant attendu dehors jusqu'à la fin de la confrontation. « Tu as été magnifique », dit-elle en serrant l'épaule d'Eleanor. Eleanor regarda autour de la pièce vide les restes du gala qui devait être son humiliation publique, mais qui était devenu la chute de Victor. « C'est étrange, songea-t-elle doucement. J'ai passé 3 ans à me sentir piégée dans ce fauteuil pendant que Victor se promenait librement. Maintenant, je peux me tenir debout, et c'est lui dont la liberté est en jeu. » « Justice poétique, » répondit Martina avec satisfaction. Eleanor secoua la tête. « Pas la justice, pas encore. C'est un début. » Un mois plus tard, Madame Miller, merci d'avoir accepté cette interview. Dit Camila Vega en ajustant sa chaise tandis que l'équipe de tournage effectuait les derniers réglages d'éclairage dans l'atelier d'Eleanor, redevenu un espace lumineux et créatif, à nouveau rempli de maquettes architecturales et de plans de conception. Eleanor était assise dans un fauteuil confortable plutôt que dans son fauteuil roulant, bien que sa canne repose visiblement contre la table d'appoint. « Je pense qu'il est important de partager cette histoire, » répondit-elle. « Pas pour moi, mais pour toute personne qui pourrait vivre quelque chose de similaire. » Camila hocha la tête. « Votre cas a certainement suscité d'importantes conversations sur le gaslighting,
la manipulation médicale et l'exploitation financière au sein des mariages. L'interview qui suivit fut complète mais digne. Eleanor raconta la prise de conscience progressive de la trahison de Victor, la collecte de preuves et son approche stratégique pour l'exposer. Beaucoup de gens ont qualifié votre confrontation au gala de vengeance parfaite, nota Camilla. Comment répondez-vous à cette caractérisation? Eleanor réfléchit attentivement à la question. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de vérité et de responsabilité. Victor ne m'a pas seulement trahi personnellement. Il a violé ses obligations professionnelles, mis en danger des travailleurs par des violations de sécurité et détourné des fonds caritatifs destinés à aider les personnes handicapées. Et pourtant, la trahison personnelle était profonde, insista doucement Camilla. Oui, reconnut Eleanor. Découvrir que votre conjoint a manipulé vos soins médicaux pour maintenir le contrôle, c'est une violation difficile à décrire. Mais se concentrer uniquement sur l'aspect personnel minimise les implications plus larges. L'interview couvrit les poursuites judiciaires en cours contre Victor, qui faisait face à de multiples accusations fédérales pour fraude électronique, détournement de fonds et crimes financiers. Le procureur enquêtait toujours pour savoir si des accusations liées à l'accident d'Eleanor pouvaient être étayées par les preuves disponibles. Victor maintient son innocence concernant votre chute, nota Camilla. Il prétend que les images de sécurité ne montrent qu'une inspection de routine du site et un paiement légitime au contremaître. Eleanor hocha la tête. Les preuves ne sont pas concluantes sur ce point, mais le schéma de comportement ultérieur, prendre le contrôle de mes soins médicaux, m'isoler de mes collègues, manipuler mes médicaments en dit long. Après l'arrêt de la caméra, Camilla resta pour le thé, curieuse des prochaines étapes d'Eleanor. La fondation a été complètement restructurée, expliqua Eleanor. Nous avons nommé un nouveau conseil d'administration et mis en place des protocoles de surveillance stricts. Chaque dollar promis pour des projets d'accessibilité sera livré. E.T. Miller Development. Renommé Shen Design Group, dit Eleanor avec un petit sourire. Nous honorons tous les contrats existants, mais nous nous recentrons sur une architecture durable et accessible plutôt que sur des développements de luxe. De l'autre côté de la ville, Victor était assis dans le bureau de son avocat, examinant les défis juridiques croissants auxquels il était confronté. Outre les accusations criminelles, Eleanor avait intenté des poursuites civiles pour manipulation médicale et fraude financière. L'enquête de la SEC avait gelé la plupart de ses actifs, et d'anciens partenaires commerciaux prenaient rapidement leur distance. L'accord de plaider coupable est votre meilleure option, conseilla son avocat de la défense pénale. Les preuves financières sont accablantes. La chute de Victor avait été rapide et complète. Le pantouse de luxe destiné à Olivia avait été récupéré par la fondation restructurée. Sa réputation était en lambeaux. D'anciens collègues refusaient ses appels. Même ses parents avaient exprimé leur déception et leur honte après avoir regardé le reportage d'investigation de Camilla détaillant ses actions. Olivia avait complètement rompu les liens après avoir appris toute l'étendue de sa manipulation, coopérant avec les enquêteurs en échange de l'immunité. Elle était retournée dans sa ville natale en Oregon, déterminée à élever son enfant loin du scandale que Victor avait créé. Pendant ce temps, Eleanor se concentrait sur la reconstruction non seulement de sa vie, mais aussi de ses contributions à l'architecture et à l'accessibilité. Avec le soutien continu de Martina, son rétablissement physique progressait régulièrement. Bien qu'elle utilise encore son fauteuil roulant pour les sorties plus longues, elle pouvait désormais marcher avec une canne pendant des périodes substantielles, et ses médecins étaient de plus en plus optimistes quant à une amélioration continue. Le corps humain est remarquablement résilient lorsqu'on lui apporte un soutien adéquat, lui dit le docteur Winters lors d'un rendez-vous de suivi, tout comme l'esprit humain, manifestement. 3 mois plus tard, le premier grand projet du Shen Design Group sous la direction renouvelée d'Eleanor fut dévoilé et salué par l'industrie. Le Centre Phoenix, nommé avec un symbolisme délibéré, était un établissement de réadaptation spécialement conçu pour les patients se remettant de lésions médulaires et d'autres affections limitant la mobilité. Chaque aspect de ce bâtiment est conçu pour soutenir le rétablissement tout en maintenant la dignité, expliqua Eleanor lors de la conférence de presse. Des jardins thérapeutiques aux espaces de vie adaptables, notre objectif était de créer un environnement qui reconnaît les défis sans être défini par eux. Martina,
qui avait rejoint le Centre Phénix en tant que directrice de la réadaptation, se tenait fièrement aux côtés d'Eleanor au podium. Leur amitié s'était transformée en un partenariat professionnel qui tirait parti de l'expertise des deux femmes. Le centre était financé en grande partie par les actifs récupérés des activités frauduleuses de Victor, un fait qui donnait à Eleanor une satisfaction particulière. Ce qu'il avait eu l'intention d'utiliser pour le luxe et la tromperie servait désormais ceux qui avaient le plus besoin de soutien et de réadaptation. Eleanor avait également renoué avec sa sœur Élise, qui était revenue à San Francisco pour être plus proche. Les jumelles rattrapaient le temps perdu, reconstruisant la relation étroite que Victor avait systématiquement sapée. Il programmait toujours quelque chose d'important chaque fois que tu prévoyais de venir, se souvint Eleanor lors d'un de leurs dîners hebdomadaires. Je n'arrive pas à croire que je n'ai pas vu le schéma. Élise lui serra la main. La manipulation fonctionne parce qu'elle est subtile. Il t'a isolé progressivement, toujours avec des justifications apparemment raisonnables. Avec les encouragements d'Élise, Eleanor avait commencé à écrire un livre sur son expérience, espérant aider d'autres personnes à reconnaître les signes avant-coureurs du gaslighting et de l'exploitation financière. Les brouillons étaient douloureusement honnêtes, détaillant à la fois les tactiques de Victor et son propre abandon progressif d'autonomie. « Ce sont les petites concessions qui sont les plus dangereuses », écrivit-elle. Chacune rend la suivante légèrement plus facile à accepter, jusqu'au jour où vous vous retrouvez à vivre la version de votre vie de quelqu'un d'autre. 6 mois plus tard, les poursuites judiciaires contre Victor se conclurent par un accord de plaidé coupable qui comprenait une peine de prison importante, une restitution financière et la renonciation permanente à ses licences d'architecte et de promoteur. Les preuves de ces crimes financiers avaient été trop accablantes pour être contestées efficacement. Bien que les procureurs n'aient finalement pas pu prouver hors de tout doute raisonnable qu'il avait délibérément causé l'accident d'Eleanor, les preuves indirectes et le schéma de comportement ultérieur avaient été suffisamment accablants aux yeux de l'opinion publique. Lors de l'audience de détermination de la peine de Victor, Eleanor prononça une déclaration de la victime sur les répercussions du crime qui résonna bien au-delà de la salle d'audience, puisqu'elle fut rapportée dans les revues d'architecture et les médias grand public. Victor Miller n'a pas seulement trahi sa femme, déclara-t-elle clairement. Il a trahi les normes éthiques de sa profession, la mission de son entreprise et la confiance de chaque personne qui croyait en notre engagement à créer des espaces qui autonomisent plutôt qu'ils ne limitent le potentiel humain. Elle conclut par des mots que beaucoup trouvèrent d'une compassion inattendue. J'espère que pendant son incarcération, M. Miller aura le temps de réfléchir à la différence entre le succès et la signification, entre la construction d'une fortune et la construction d'un héritage digne de respect. Après l'audience, les journalistes lui demandèrent ce qu'elle pensait de la peine. « La justice ne consiste pas en la vengeance », répondit Eleanor pensivement. « Elle consiste en la responsabilité et la restauration. Les fonds que Victor a volés sont restitués à la Fondation et soutiendront des projets d'accessibilité pendant des années. Cela compte plus que la durée spécifique de sa peine. » 1 an plus tard, la cérémonie de remise des prix d'architecture au Lincoln Center marqua le retour complet d'Eleanor à la proéminence professionnelle. Alors qu'elle se dirigeait vers le podium, marchant lentement mais indépendamment avec sa canne, la standing ovation salua non seulement le projet innovant de logements accessibles récompensé, mais aussi son parcours personnel de résilience. L'architecture a toujours consisté à résoudre des problèmes, commença-t-elle son discours d'acceptation, à reconnaître les contraintes et à trouver la beauté en elles, et non malgré elles. Eleanor jeta un coup d'œil vers le premier rang où Martina et Élise étaient assises, rayonnantes de fierté, aux côtés de Diana et d'autres collègues qui avaient aidé à reconstruire Shen Design Group sur les cendres de Miller Développement. Mon expérience a approfondi ma compréhension de la profondeur avec laquelle nos environnements physiques affectent notre sentiment de capacité et d'indépendance, poursuivit-elle. Un bon design ne consiste pas à accommoder le handicap. Il consiste à reconnaître tout le spectre des capacités humaines et à créer des espaces où chacun peut s'épanouir. Le projet de logement récompensé, construit sur le site même où Victor avait prévu son développement de luxe, intégrait des principes de conception universelle qui le rendaient accessible sans paraître institutionnel. Plus important encore, il comprenait un centre de formation où les architectes et designers handicapés pouvaient développer leurs compétences. La bourse Eleanor Shen pour un design inclusif, annonça-t-elle lors de son discours, veillera à ce que notre profession continue de bénéficier de perspectives diverses,
y compris celle de ceux qui naviguent différemment dans le monde en raison d'un handicap. Après la cérémonie, Eleanor rendit visite à Victor en prison, non pas pour une réconciliation, mais pour clore un chapitre. Il avait demandé la rencontre à plusieurs reprises, et elle avait finalement décidé qu'il était temps. Victor avait visiblement vieilli depuis sa condamnation. L'homme confiant et charismatique qui commandait les salles était diminué dans son uniforme de prisonnier, son apparence soigneusement entretenue désormais marquée par des rides prématurées et des cheveux gris. « Merci d'être venu », dit-il alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre dans la salle des visites. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais. »« Moi non plus », admit Elena. Un silence inconfortable s'étira entre eux avant que Victor ne reprenne la parole. « J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce que je t'ai fait, à nous. » Eleanor le regarda fixement. « Et, j'ai détruit quelque chose de précieux, » dit-il lentement. « Pas seulement notre mariage, mais le partenariat que nous avions construit, la vision que nous partagions. » Eleanor hocha la tête, mais n'offrit aucune absolution. « Pourquoi l'as-tu fait, Victor ? N'étais-je plus suffisante après l'accident ? » Victor parut sincèrement peiné par la question. « Il ne s'agissait pas que tu ne sois pas suffisante. Il s'agissait que moi, je ne le sois pas. Quand tu as été blessée, tout le monde me voyait comme le mari dévoué s'occupant de sa femme handicapée. Cela m'a donné un rôle, une identité qui suscitait l'admiration. Mais secrètement, tu en voulais, » compléta Eleanor pour lui. « Oui, » admit-il doucement. « Et une fois que j'ai commencé sur cette voie avec Olivia, maintenir les deux vies nécessitait de plus en plus de tromperies. Les médicaments me donnaient le contrôle quand je sentais que je le perdais. » Son honnêteté, bien que tardive, était au moins quelque chose. Eleanor se leva pour partir, notant comment les yeux de Victor s'écarquillèrent légèrement en la voyant marcher indépendamment. « Tu as l'air bien, » dit-il. « La kinésithérapie doit fonctionner. »« C'est le cas, » confirma Eleanor, bien qu'elle aurait mieux fonctionné il y a des années sans ton interférence. Alors qu'elle se préparait à partir, Victor posa la question qu'elle avait anticipée. « Pourras-tu jamais me pardonner ?» Eleanor réfléchit attentivement avant de répondre. « Le pardon n'est pas quelque chose qui t'est dû, Victor. C'est quelque chose que je pourrais éventuellement m'accorder à moi-même. La liberté d'avancer sans porter le poids de ce que tu as fait. » Elle quitta la prison en se sentant plus légère, non pas à cause d'une quelconque réconciliation avec Victor, mais parce qu'elle l'avait affronté selon ses propres termes, debout sur ses propres forces. Ce soir-là, Eleanor était assise dans le jardin de sa nouvelle maison, un espace soigneusement conçu qui accommodait ses besoins de mobilité variable tout en exprimant sa sensibilité esthétique. Elle avait vendu le manoir de verre avec ses souvenirs douloureux et conçu cette résidence plus modeste, mais bien plus personnelle. Alors que le crépuscule tombait, elle examinait les plans du nouveau projet du Shen Design Group, un développement à usage mixte comprenant des logements intergénérationnels, des espaces de travail et des zones de loisirs, tous conçus selon les principes de l'accessibilité universelle. Son téléphone vibra, un SMS de Martina. Le Centre Phoenix vient d'admettre son 100e patient. Dîner de célébration demain ? Eleanor sourit en pensant à tout ce qui avait changé en un an. Le gala. Victor l'avait voulu comme son humiliation publique et son nouveau départ triomphal. Au lieu de cela, il était devenu le catalyseur de sa renaissance et de sa chute. Elle utilisait encore parfois son fauteuil roulant lorsque la fatigue ou la douleur l'exigeaient. Elle en était venue à le considérer non pas comme un symbole de limitation, mais comme un outil pratique qui élargissait ses capacités. Son handicap restait une réalité, mais ne définissait plus son identité ni ne limitait son potentiel. Plus important encore, elle avait retrouvé non seulement sa carrière et son indépendance, mais aussi sa voix, l'utilisant désormais pour défendre d'autres personnes susceptibles d'être victimes de manipulation et de contrôle. « Oui pour le dîner », répondit-elle à Martina. « Et oui pour la célébration. Nous avons beaucoup de raisons d'être reconnaissants. » Alors que l'obscurité tombait, Eleanor leva les yeux vers les étoiles qui devenaient visibles au-dessus de son jardin. Le chemin à parcourir n'était ni parfait ni facile, mais c'était à elle de le déterminer. Et après tout, cette liberté était la plus douce des victoires.